ravi d'être ici aujourd'hui. Je viens pour vous présenter quelque chose qui m'importe pour moi dans le monde du trading, c'est la gestion du risque. Le trading souvent est assimilé à la performance. On pense qu'il faut aller chercher du risque pour aller chercher de la performance. Moi, je pense qu'un bon trader, un trader qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui manage le risque correctement et quelqu'un qui gère le risque activement pour pouvoir performer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ça et le titre de la présentation indique un petit peu ce sujet, c'est le risque maîtrisé à la performance pour créer un portefeuille que j'appelle intelligent afin de performer. Un petit peu d'infos sur qui je suis, pourquoi je suis là et pour vous en dire un petit peu plus. Donc moi, je m'appelle Oufou Kinsey, je suis marseillais. Je viens ici aujourd'hui pour parler de ça avec eToro particulièrement parce que je trade sur eToro depuis maintenant 6 ans et avant ça, j'étais trader professionnel en Asie, à Hong Kong particulièrement. J'ai représenté le Crédit Suisse pour les marchés asiatiques, puis Macquarie Bank, une banque australienne, pour le monde du trading dans 16 marchés asiatiques, de Hong Kong à l'Inde. Et puis je suis rentré aux sources à Marseille pour créer une société et la gérer avec mon frère qui n'a rien à voir, qui est dans l'immobilier. Mais en parallèle de ça, toujours avec la passion du trading, je me suis inscrit sur eToro et ai commencé à trader pour moi avec mon argent et l'argent de ma famille. Et la particularité de trader l'argent de la famille, c'est la protection de cet argent-là, parce que souvent, si on le perd, on a le papa, le tonton et toute la terre qui te tombe dessus. Donc la gestion du risque, c'est pour moi l'élément clé du trading. Je vais commencer ça avec deux citations, vous allez voir, il y a quelques citations à la presse, mais deux citations qui résument assez bien ce que j'ai envie de vous évoquer aujourd'hui. La première, c'est celle de Benjamin Graham. Alors Benjamin Graham, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit The Intelligent Investor, c'est le mentor de Warren Buffett, c'est tout le concept du value investing. C'est en gros, on achète à 80 centimes une action et on la revend dans 3 ans à 1 dollar. On ne cherche pas à faire du x3, x4 en très peu de temps. L'idée est vraiment d'aller chercher de la valeur et de créer de la performance sur du long terme avec des valeurs sur lesquelles on croit et qu'on comprend fondamentalement. C'est la différence entre ça et les traders qui sont un petit peu plus déraisonnés et qui cherchent à acheter à 1 dollar et qui cherchent à revendre à 3 ou 4 dollars en 6 mois ou 12 mois. Ça, c'est tout l'inverse de ce que Benjamin Graham promouvait à l'époque. Et donc, dans cette phrase, The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns. C'est pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement cette phrase-là, l'idée est très simple. On ne cherche pas la performance, on cherche à gérer le risque. Ceux qui se trompent en voulant aller chercher cette performance-là au quotidien, en voulant acheter toujours ce qui monte pour aller essayer de faire encore plus de performance au quotidien, c'est ceux qui, à un moment donné, quand le marché se renverse, se cassent la gueule, comme on dit, et qui repartent de zéro. Donc, toute cette gestion de risque est ce qui permet d'avoir une base solide de portefeuille pour pouvoir aller chercher derrière toute la performance qu'on cherche à créer et la surperformance éventuellement par rapport aux indices qu'on cherche à battre. Une deuxième citation, You cannot predict, but you can prepare. Howard Marks, c'est celui qui a créé, cofondé Oaktree Capital, qui est un des plus gros fonds d'investissement du monde. Et cette phrase résume plutôt bien les marchés. On ne peut pas prédire ce qui va se passer demain, après-demain, dans un an. On peut juste tout simplement être préparé aux éventualités que les choses se passent bien, si tout roule comme dans le meilleur des mondes, ou pas du tout, et que c'est la catastrophe dans les marchés financiers, comme un peu ce qu'on a vécu en ce début du mois de novembre, où tout s'est cassé la gueule à cause de l'IA, à cause des discours autour de la bulle de l'IA, à cause de la crypto qui s'est aussi renversée, qui a passé des barres psychologiques et qui s'est renversée complètement. Si on n'est pas préparé à ce genre d'éventualité, on se retrouve pieds et mains dans un bateau avec tous nos portefeuilles qu'on voit perdre en moins 10, moins 15%. Et là, c'est un peu la panique à bord. Donc si on n'est pas préparé pour ce genre d'éventualité, ben, on réfléchit à 2 fois la prochaine fois. La compréhension du risque est essentielle pour pouvoir la gérer. Moi, je pense qu'il y a 4 notions de risque qui est importante de comprendre. La première, c'est la volatilité. La volatilité, ça n'a jamais tué personne. La volatilité, c'est bien. Il faut qu'il y ait de la volatilité dans les marchés pour pouvoir aller chercher cette performance. On ne peut pas espérer avoir de la performance si tout est normal et une ligne droite qui monte. Bon, alors à ce moment-là, on n'a qu'à investir dans les index et dans les indices et on attend que tout se passe, on n'a rien à faire. La volatilité, quand on la comprend et quand on la gère, on peut prévoir les éventualités de baisse, on peut être protégé par rapport à cette volatilité et on peut surtout venir aller chercher ce que j'appelle la génération d'alpha. Donc la volatilité, elle est représentée par cette courbe
que je vous ai montré ici. Donc la courbe bleue qu'on voit bouger comme ça, c'est les pics de volatilité. Et souvent, quand les pics de volatilité sont en hausse, on voit que les marchés, donc ce sont les deux courbes violettes et bleues qu'on voit, qui sont le Nasdaq et le S&P 500, qui baissent fortement, souvent à cause de cette volatilité-là, parce qu'on n'est pas préparé à la volatilité. Donc le but étant de diminuer au maximum l'amplitude des baisses qu'on a lors de ces pics de volatilité. Deuxième risque que je pense être peu connu de certains ou ignoré de certains, c'est celle de la liquidité. On peut trader 100 $, 100 000 $, 1 million de dollars. Souvent, quand on trade toutes les valeurs que tout le monde connaît, le Amazon, Meta, Nvidia, on rentre, on sort, en un claquement de doigts, on y est. Par contre, quand la liquidité commence à baisser et qu'on n'a plus d'acheteurs ou de vendeurs dans une action, c'est là où le risque commence à prendre forme. Un exemple concret que je peux vous montrer, c'est peut-être celui de Beyond Meat. Je ne sais pas si vous connaissez la société Beyond Meat, c'est ceux qui ont fait les steaks hachés, pas steaks hachés, donc vegan. Il y a 3-4 ans, vent en poupe, ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde se dit ça va être dans tous les McDo, dans toutes les franchises possibles, imaginables, dans toutes les boutiques, tout le monde va acheter ça, va manger des steaks hachés végétaux. Et au final, le marché l'a refusé, les choses ne se passent pas comme prévu. On annonce pas très loin de la faillite, et là, tout se casse la gueule. Alors, on est rentré à l'époque, il y a 2 ans, en pensant que tout allait bien, et aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs sur le marché. On veut sortir, on n'y arrive pas. On est obligé d'aller vendre. Tous les acheteurs sont à la baisse, et donc, on n'arrive pas à vendre et sortir de cette action-là. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'action trade en dessous du dollar. C'est le signe de la fin pour Beyond Meat, à moins que quelqu'un vienne les sauver. Donc la liquidité est très importante quand on rentre dans des actions, il faut prendre en compte ça, parce que si on ne sait plus y sortir de l'action, on peut perdre beaucoup et on peut se ramasser. La concentration. Alors ça, c'est assez intuitif, mais pourtant, on fait tous un peu l'erreur. On a tendance à mettre tout dans les actions comme la tech. On va acheter du Amazon, on va acheter du Meta, on va acheter du Apple, on va acheter Nvidia parce que tout le monde en parle. Et au final, on se dit, c'est bien, j'ai 6 lignes, 7 lignes dans mon portefeuille, sauf qu'en fait, toutes sont liées à la tech et à l'IA. Bulle de l'IA, tech se renverse, tout le portefeuille baisse, il n'y a rien pour protéger ton portefeuille. Concentration, c'est ça, c'est ce risque de ne pas faire attention à la diversification du portefeuille et d'avoir une corrélation entre chaque ligne de son portefeuille, que ce soit dans la tech, que ce soit dans le monde du luxe, que ce soit dans la crypto, peu importe, cette concentration est un vrai risque pour les portefeuilles qui ne font pas attention à la diversification. Et ensuite, on a le risque systémique. Ça, c'est tout se casse la gueule en même temps. Et c'est là où on voit ceux qui étaient protégés et qui avaient activement géré le risque ou pas. Et c'est cette phrase de Buffett qui dit, en gros, que quand la vague s'enlève et que la marée rebaisse, on voit ceux qui étaient en train de nager nus. Quand tout monte, on est tous trop forts, on est tous trop intelligents, on gagne de l'argent, on est là, moi j'investis, moi je gagne de l'argent, je sais exactement ce que je fais. Et quand les choses baissent, on voit ceux qui étaient protégés et qui avaient préparé l'éventualité que les choses se renversent. Et c'est cette notion de préparer le risque systémique en étant protégé. Alors certes, ça a un coût d'avoir des protections. Ça veut dire qu'on rate de l'upside, on rate quand les choses montent. Mais quand les choses baissent, on baisse moins que le marché en principe. Et c'est ça, la vraie gestion du risque active. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux les risques qui sont possibles, il faut commencer à construire ce portefeuille. Alors la base, c'est la fondation de la maison, c'est ce qui vient stabiliser le tout. Pour moi, ça doit représenter 40-50% de ton portefeuille. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met les valeurs que j'appelle les valeurs core, les valeurs auxquelles on croit sur le très long terme, les valeurs qui ont des capitalisations monstrueuses et qui ne vont pas tomber du jour au lendemain. On parle de sociétés qui sont très rentables, qui sont baignées de cash, qui vont nous protéger, qui vont baisser en principe moins que le marché quand les marchés se renversent. Ça peut être du Berkshire Hathaway, ça peut être de l'Apple, ça peut être de l'Amazon qui peut être considéré comme une valeur core. Quand les marchés tombent 4%, en principe, un Berkshire Hathaway baisse de 50 basis points, de points de base. Donc on est relativement stable. Ensuite, pour aller chercher cette performance qu'on aime tous, c'est le moteur. C'est chercher les actions avec un poil plus de risque, avec un poil moins de corrélation au marché, qui vont être sur les thématiques long terme du moment. Ça va être, je répète, mais l'IA, on va mettre des Nvidia, on va mettre des chaussures On que tout le monde porte en ce moment, Samsung en Corée, etc., etc. Je pense que cette diversification, elle n'est pas que sectorielle, elle est géographique. Il faut réfléchir à avoir des actions un petit peu partout dans le monde, selon moi. Il faut avoir des actions réparties entre différents types d'activités. Un peu de crypto, tout le monde aime ça. Un peu de tech, ok.
un peu de consumers, un peu de luxe, un peu de tout ce qu'on de défense. En ce moment, c'est le gros sujet du moment, la défense. Donc on va avoir les Thales, les Airbus, qui ne sont pas que des producteurs d'avions, Safran, etc., etc. Et ensuite, le dernier 5 à 10%, c'est l'opportunité. C'est là où on va vraiment chercher la surperformance. Il faut réussir à prendre de l'asymétrie dans nos trades. On ne va pas trader de l'asymétrie avec 50% du portefeuille. Là, c'est la meilleure façon de se casser les dents. On va chercher ces situations où on pense qu'il y a des catalystes positifs, comme par exemple une société qui va annoncer des résultats trimestriels. On pense qu'elles vont être bonnes. L'action en question est très volatile. On peut se permettre, avec ces 10% restants, de prendre du risque. On peut se dire, Palantir, qui gère toute la data du gouvernement américain pour aller chercher, avec l'IA, des incohérences dans le gouvernement. On peut se dire que les résultats, en ce moment, ça a le vent en poupe et on va se dire, je vais mettre 2% de mon portefeuille dans ça parce que si ça bouge, ça va bouger plus 8%, moins 8%. On ne parle pas de hausse ou de baisse de 1%. Et là, on vient chercher cette surperformance qu'on veut tous trouver à un moment donné dans la gestion de notre portefeuille. Tout ça, ça permet d'avoir un portefeuille qui est diversifié, certes, mais surtout équilibré. Une fois qu'on a construit notre portefeuille, il faut gérer le risque, il faut être actif. Il ne faut pas juste, on s'est dit, on a créé notre portefeuille, super, on va gérer les 10% et on attend. Non. Pour moi, la gestion du portefeuille, elle se passe en plusieurs étapes. On a la taille des positions. Il ne faut pas tout mettre sur Amazon. Si on met 15% de ton portefeuille sur Amazon, tu n'as rien diversifié du tout. C'est le coût du management du risque. Il faut mettre 2, 3, 4% de ton portefeuille max sur une action. Les valeurs auxquelles on croit beaucoup, 4%, 5%. Mais si on met 15% du portefeuille en crypto, novembre, on tous pète la gueule. Tu ne perds pas l'équivalent du marché. Tu perds x3 par rapport au marché. Être très discipliné, c'est la base. Et ça marche à la hausse, prendre du profit quand tout monte, et à la baisse. Les stop-loss, on les vit souvent comme des punitions quand on touche nos valeurs de stop-loss. Pour ceux qui ne savent pas, le stop-loss, c'est j'achète une action à 100 $, je pense que ça va monter, mais si ça baisse, je mets une automatisation sur mon portefeuille qui dit si ça va à 80, je vends automatiquement, pas besoin de m'appeler, pas besoin de m'envoyer un message, le portefeuille vend l'action. Ça, personne n'aime ça. Quand on touche un stop-loss, on est dégoûté, on râle, on dit « Ah, j'aurais dû le mettre à 70 parce que ça va remonter ». C'est ça toute la discipline d'un portefeuille bien géré. Il faut accepter que parfois, on s'est trompé, parfois, on perd, et c'est ça qui vient protéger le portefeuille. Ça m'arrive tous les jours. J'ai des actions qui se passent pas, dont les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai mes stop-loss qui rentrent en jeu. Ça vient fermer mes actions, ça vient sortir de ces positions. Et certes, je suis déçu, mais au moins je protège d'un risque éventuel où je me suis vraiment planté et que les choses peuvent baisser 40%. La corrélation. Un élément fondamental. La corrélation, c'est en gros le lien qu'il y a entre une ligne de ton portefeuille avec une autre ligne. Si tout est corrélé, tout baisse en même temps, tout monte en même temps, tu as zéro protection, zéro management du risque. La corrélation, c'est permettre à ton portefeuille de toucher à tout sans avoir à être complètement basé sur une seule tendance. Et enfin, tout ça est monitoré avec des indicateurs clés. Le max drawdown, c'est la valeur maximale qui peut être perdue en un jour, en une semaine, en un mois. On peut avoir le Sharpe et les Sortino ratio. Bon, ça, c'est dans des ratios qui sont un petit peu plus complexes, mais qui permettent de comprendre en gros la performance de ton portefeuille par rapport à une unité de risque. Et ensuite, le bêta, qui correspond en gros à la corrélation de chaque action par rapport à l'indice et au marché. Tout ça, on le hedge en permanence avec des actions qui mimiquent la volatilité, avec des futurs, avec des options, et on vient protéger le portefeuille qui a encore une fois un coût. Cette gestion du risque a un coût. Ça veut dire que si le marché monte 10% et que nous on a monté de 9, ce pourcentage de différence, c'est ce qui te protège quand tout baisse à 5 et que toi tu baisses à 7. Ça a un coût, il faut l'accepter que ça coûte de l'argent de protéger son portefeuille. Et enfin, on transforme ce risque, une fois qu'on la gère, en performance. Constamment, il y a un rebalancing qui doit se faire dans ton portefeuille. Prendre du profit, accepter les pertes. Prendre du profit, accepter les pertes. Et tout ça te permet de gérer le montant de cash disponible dans ton portefeuille pour éventuellement pouvoir racheter les actions qui baissent et auxquelles tu crois énormément. En ce moment, tout s'est pété la gueule. J'avais 20% de cash de côté. Je me suis régalé. J'ai acheté de la crypto, j'ai acheté Nvidia, j'ai acheté des actions auxquelles je crois très long terme, j'ai acheté des actions chez Safran, chez Airbus, j'ai acheté des choses avec ces 20% que j'avais mis de côté. Si je ne rebalance pas mon portefeuille, je regarde, j'ai tout placé, je vois que tout baisse et malheureusement pour moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas remettre de l'argent sur les actions que j'aime beaucoup. L'asymétrie, la notion la plus importante dans l'asymétrie, c'est la convexité. C'est cette courbe qui fait ça.
La convexité, c'est je suis prêt à perdre un peu, mais si je gagne, je gagne. Et ça se fait avec des options. On peut avoir ce qu'on appelle des calls. On peut avoir des positions achetées en fonction, comme je disais tout à l'heure, des résultats trimestriels. Je vais acheter Palantir, je vais mettre 10 000 balles. Si les choses se passent bien, je fais plus 10%. Si c'est moyen ou pas terrible, peut-être je fais moins 2% ce jour-là. Mais cette différence de moins 2 plus 10, c'est la surperformance. C'est ça qu'on cherche, la convexité de la performance par rapport au risque qu'on prend. Et enfin, très peu utilisé, mais quand même à garder en tête, c'est le levier. Certains le gèrent très mal, on utilise à tout va le levier, on fait x2, x3 sur les positions. Ça, c'est la fin. Il ne faut pas le faire. Le levier, on l'utilise quand on est convaincu d'une action et par parcimonie. Là, en ce moment, les marchés ont touché un sous-sol. J'utilise du levier. Je pense que les valeurs se sont cassées la gueule de manière trop forte. Je pense que ça va remonter. Et là, je peux me permettre de mettre du levier sur des valeurs core, comme je disais tout à l'heure, fondamentalement solides, avec des actions à long terme qui sont là pour durer. Airbus, 10 ans de commande d'avion. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça a baissé 10% en novembre. Je fais effet de levier x2. Ça, c'est mon avis. Après, chacun a son avis en fonction de ce dont à quoi il croit. La crypto, vous y croyez énormément parce que X, Y raison. On peut se permettre, quand ça a fait moins 30%, de se dire, bon, ben pourquoi pas. Je termine avec encore une citation. Règle numéro 1, ne perdez jamais de l'argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. C'est Buffett qui le dit, qu'il redit, qu'il redira jusqu'à sa mort. C'est ce qui permet à tous les investisseurs de protéger leur portefeuille. L'idée, ce n'est pas de ne pas prendre de risque. L'idée, c'est de prendre du risque qu'on maîtrise. C'est de prendre du risque qu'on contrôle et qu'on a choisi. Ce n'est pas de subir le risque qu'on est en train de prendre. Quand on sait que notre portefeuille est là, qu'il ne va pas s'effondrer, qu'il ne va pas se casser la gueule, on peut se permettre de se dire que notre portefeuille est là sur le temps et qu'on va réussir à créer de la performance. On n'est pas là pour faire de l'argent en 10 jours, on est là pour faire de l'argent en 10 ans. Donc ne perdez pas votre argent, protégez-le. Ça vous permettra d'aller chercher cette performance au quotidien, chaque semaine, chaque mois, et pour pouvoir aller encore plus loin sur les retours que vous avez long terme. Et si vous oubliez la règle numéro 1, vous avez la règle numéro 2 pour vous rappeler ce que c'est. Merci à tous.